Culture Mag. Dans la petite demi-heure qu'on va passer ensemble maintenant, focus sur un phénomène de société. Les listes de choses à faire, les listes qui changent des vies ou qui promettent d'être riche, beau, jeune et en bonne santé. Nous recevons un Israélien qui voulait être célèbre. Il a fait une liste, il est devenu dans son pays grâce à un livre sur les listes. Au sommaire également, une nouvelle façon de soigner ou plutôt de contourner les handicaps par la musique. Nous vous ferons découvrir une salle musicale qui est dédiée aux maladies dégénératives. Ordinateurs, applications s'adaptent à tous les handicaps pour donner un peu de vie à des corps immobilisés. Et puis, enfin, nous irons entendre un nouveau satiriste irakien. Il a, à sa façon, un combat contre les barbus et l'État islamique. Est-ce qu'on peut en rire, me direz-vous? Eh bien oui, lui en rit beaucoup. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Alors, on parle souvent des bienfaits de la musique, de ses vertus, sur les mœurs notamment, mais sur les corps. Corps parfois condamnés, corps malades. Voici un reportage dans une nouvelle salle de musicothérapie où logiciels et instruments sont adaptés au handicap. C'est émouvant et plein d'espoir. Reportage David Gomba et Nassib Safadi. Nous voici au centre d'accueil pour personnes handicapées Grabski, dans le nord d'Israël. C'est ici que résident 70 pensionnaires, tous handicapés, mais à des degrés divers. Il y a quelques mois, un nouveau projet est venu bouleverser leur quotidien. Une salle tout entière dédiée à la musique et adaptée à leurs besoins. Depuis qu'ils ont ouvert cette salle, je ne pense plus du tout à ma maladie, parce que je suis occupé par tant de choses. Maladies musculaires, sclérose en plaques, ces personnes sont pour la plupart atteintes de maladies dégénératives. Une salle de musique pour améliorer le quotidien des patients. Voilà une bonne idée, mais comment des personnes à mobilité réduite pourraient-elles devenir de vrais musiciens? Il y a 6 mois, c'est précisément la question à laquelle fut confronté le directeur de ce centre. La musique est un langage universel. Il n'y a aucune raison que les personnes handicapées ne puissent pas en profiter, autant du point de vue de l'expérience qu'au niveau thérapeutique. Oh yeah! La musique pourrait bien améliorer la qualité de vie de ces pensionnaires. Problème, dépourvu de connaissances techniques et musicales, Kobe Wiesel ne sait par où commencer. C'est alors qu'il fait appel à Dor, jeune PDG d'une start-up très spécialisée. Voilà près de 10 ans que celui-ci s'intéresse à la relation entre musique et thérapie. Créer une salle musicale adaptée à chacun des patients. Immédiatement, il prend à cœur le projet et se porte volontaire pour que ce rêve prenne forme. Nous avons par exemple Oded, dont les membres fonctionnent encore. Donc il peut se servir de la Kinect et faire da-da-da. Mais son ami Amos, lui, eh bien, sa main ne fonctionne plus depuis 6 mois. Et il ne lui reste plus que le doigt. Donc nous avons mis en place un capteur qui est adapté au doigt. En plus d'égayer le quotidien de ses utilisateurs, cette salle de musique remplace aussi les longues et ennuyeuses sessions de physiothérapie. Ces patients vont manger, dormir. Cet endroit leur donne un foyer. Ici, ils placent leurs espoirs, leurs rêves. Ce sont des musiciens, des superstars dans cette salle. Alors qu'il est, cette salle n'est pas assez thérapeutique. Nous avons fait beaucoup, mais il reste encore à faire. Mais le potentiel est énorme. Prochaine étape, associer la vidéo à l'expérience sonore. En attendant, Kobe, Ethan, Dor et les autres ont déjà réussi le quasi impossible. Rendre le sourire aux pensionnaires de ce centre. À suivre, le satiriste irakien. Mais tout de suite, direction la Havane. Depuis que les relations diplomatiques se sont assouplies, l'art chauffe beaucoup. C'est le highlight de Daniel Campos. À la Havane, le Musée national des beaux-arts présente les paysages hyper réalistes de Tomás Sánchez, l'un des peintres cubains les plus acclamés et les plus influents du moment. Reconnu pour son incroyable sens du détail et pour ses peintures grandioses et ses paysages fascinants, c'est presque toujours une nature luxuriante qu'il célèbre. Habituellement vide de présence humaine, ces paysages invitent à la méditation. Tomás Sánchez, un artiste qui vit entre Miami et le Costa Rica, mais Cuba reste sa principale source d'inspiration.
On passe maintenant à l'un des phénomènes de société qui agite légèrement l'époque, le phénomène des listes et même des to-do list. On recense, on énumère, on classe pour ne pas oublier, le plus souvent pour progresser aussi. Parfois des listes absurdes aux listes graves, des listes de répliques de Jean-Claude Van Damme, des listes de disparus, des listes électorales ou des listes de noms de fleurs. Bref, le phénomène prend partout. Il prend également en Israël. Le film français La liste de mes envies est sur les écrans ce mois-ci. Il fait écho à un autre succès lié aux listes. C'est le livre The List. Et nous sommes très contents de recevoir Yuval Abramovitz, écrivain, journaliste. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Yuval, vous aviez un blog qui s'appelait The List et c'est devenu un livre, un best-seller, vraiment littéralement un best-seller. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez commencé ? Vous savez, je suis obsédé par les listes. J'ai écrit des listes toute ma vie. Quand j'avais 16 ans, j'ai eu un accident, j'ai dû rester chez moi un moment et je me suis mis à écrire des listes. Et depuis ce moment, j'écris des listes tout le temps. Il y a 4 ans, j'ai créé un blog dans lequel j'ai publié en hébreu et en anglais 10 choses que je veux accomplir en 400 jours. Je les ai aussi postées sur Facebook et sur Twitter. Et le lendemain, j'ai reçu des mails des 4 coins du monde, de France, d'Iran, d'Irak, de Norvège, des États-Unis, d'Australie, de partout. Les gens me disaient « Je peux t'aider, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Et là, j'ai compris qu'on ne doit pas seulement écrire des listes, on doit aussi exprimer nos rêves, les crier haut et fort, les partager. Alors justement, ça c'est votre spécificité, c'est marqué « Shout out your dreams ». Ça veut dire qu'il faut exprimer, il faut dire les choses. Qu'est-ce que c'est que cette différence-là ? Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je me promenais à Tel Aviv avec ma fille et elle marmonnait quelque chose. Je lui ai demandé si tout allait bien et elle a répondu que oui, c'est juste qu'elle avait vu une étoile filante, alors elle faisait un vœu. Je lui ai demandé quel était son vœu et que m'a-t-elle répondu ? Elle ne peut pas le dire. Exactement, je ne peux pas te le dire parce que sinon, ça n'arrivera jamais. C'est ce qu'on croit, si on dévoile nos vœux, nos rêves, ils ne se réaliseront pas. Mais ce n'est pas vrai, on doit partager nos rêves. Par exemple, je veux publier mon livre en français. Je cherche un éditeur en France et je le dis. Et voilà, peut-être que quelqu'un me verra en France. Et c'est vrai, je cherche vraiment un éditeur en France qui voudra traduire mon livre. C'est tellement anglo-saxon, c'est-à-dire c'est s'exprimer, obtenir ce qu'on souhaite. Vous avez sorti ce livre en crowdfunding. Vous avez obtenu $200 000 et à partir de là, vous avez commencé à analyser des listes. J'ai lu quelque part 5000 listes, mais peut-être qu'il y en avait d'autres. Quelles sont les listes que vous avez étudiées pour faire votre livre ? J'ai appris tant de choses. D'abord, tout le monde veut être plus mince, tout le monde veut maigrir. Non, ce n'est pas la première chose. Ensuite, c'est trouver l'amour, puis avoir une grande maison, ce qui veut dire avoir de l'argent. Vous savez, j'ai lu tellement de listes que j'ai découvert comment écrire la liste parfaite. Ce n'est pas seulement la question de l'écrire, c'est surtout comment l'écrire pour qu'elle soit parfaite. Il ne suffit pas d'écrire « je veux être riche », c'est trop vague. Il faut être plus précis et écrire « que dois-je faire pour devenir riche ?» ou « que dois-je faire pour maigrir ?» ou alors « que dois-je faire pour trouver l'amour ?» Ce n'est pas seulement « je veux trouver l'amour ». Ok, mais après, il faut agir, faire des choses pour que ça arrive. Pardon de vous couper, vous allez nous donner un exemple, celui que vous voulez, je ne vais pas vous en imposer parce que vous allez me dire qu'est-ce qui lui passe par la tête. Trouvez un exemple et dites-moi comment on fait et comment on suit la liste. Oui, par exemple, après l'une de mes conférences, une femme est venue me voir et elle m'a dit « Vous savez, j'ai 40 ans, je ne suis pas mariée et je veux trouver quelqu'un. » Je lui ai demandé « Est-ce que vous travaillez pour trouver l'amour ?» Elle m'a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai demandé si elle allait sur Internet, sur des sites de rencontres ou même sur Facebook ou d'autres applications. Elle me répond « Non, je n'aime pas ça. » Alors je lui ai dit « Votre mission n'est pas de trouver l'amour, votre mission est de trouver un moyen de rencontrer des hommes. » Et je lui ai donné une idée. Faites un dîner chez vous et invitez 10 de vos meilleurs amis. Ensuite, demandez à chacun d'entre eux de ne pas apporter un gâteau ou du vin, mais un homme à la place. Donc ce sera un dîner avec 10 de vos meilleurs amis et 10 hommes. Donc plein de possibilités. Elle l'a fait et elle a rencontré quelqu'un. Il se marie la semaine prochaine. Comme c'est beau, si toute la vie pouvait s'organiser comme ça, c'est très bien. Donc, ma question suivante, elle est un peu liée à cette petite réticence que j'ai. Où est la limite entre le charlatanisme, on va dire, et la méthode réelle pour faire que sa vie soit mieux?
Eh bien, vous savez, j'ai fait des recherches. J'ai écrit dans mon blog pendant 4 ans. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai lu tant de listes venues du monde entier que j'ai réussi à élaborer la façon de bien écrire une liste. Et je pense que le vrai message de mon livre n'est pas seulement d'écrire des listes, mais vraiment de crier ses rêves. D'utiliser Facebook et Twitter, pas seulement pour dire que vous n'aimez pas tel président ou tel restaurant, d'utiliser les réseaux sociaux pour demander aux autres de vous aider. Je le fais tous les jours, je demande de l'aide pour moi ou pour d'autres personnes et ça marche. Tous les jours, je reçois une centaine de mails d'un peu partout, des gens qui ont lu mon livre ou qui ont assisté à une conférence et dont la vie a changé parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils ne pensent pas seulement, ils agissent. Ça donne envie. Alors, vous avez donc votre livre The List qui vient d'être traduit maintenant en anglais, qui est sur Amazon, qui atteint des scores pas possibles. C'est un vrai best-seller, vous m'avez dit ça hors antenne. Yuval, vous êtes israélien. Est-ce que par hasard, vous auriez envie de faire une liste, peut-être pour arranger la situation de votre pays avec ses voisins ? Eh bien, l'un de mes rêves est de faire partie du gouvernement un jour, ministre de la Culture ou quelque chose comme ça. Mais je pense, et je le dis dans mon livre, que chaque pays, chaque gouvernement doit écrire une liste et le partager avec les citoyens. Ça s'appelle généralement un programme, mais bon, en France, en tout cas, on appelle ça un programme électoral. Oui, mais je ne parle pas seulement de promesses avant les élections. Je parle d'une liste après, quand la personne est élue président ou Premier ministre. Ils doivent partager leurs rêves avec leurs citoyens et peut-être simplement leur demander de les aider. Si un jour je siège à la Knesset, le Parlement israélien, je ferai une liste et je la partagerai avec les citoyens. Et je pense vraiment que nous avons le pouvoir parce qu'on est tellement nombreux, nous sommes des millions. C'est plus fort qu'une seule personne, qu'un Premier ministre. Je pense aussi que la situation serait meilleure si nous partagions nos rêves avec les Palestiniens, par exemple, et qu'ils partagent leurs rêves avec nous. Parce qu'une fois encore, nous sommes pareils. J'ai découvert que peu importe le pays où l'on vit, qu'on soit adulte ou enfant, on a tous les mêmes rêves. Men, women, children, if you have money, if you don't have money, we have the same dreams. Dernière question, on va quitter la sphère politique et on parler un peu de philosophie. Qu'est-ce que vous faites du hasard? Qu'est-ce que vous faites de Dieu, si on est tous les propres acteurs de sa propre vie? En tant que juif, je crois en Dieu, mais je crois aussi que notre vie est entre nos mains. À chaque fois, on me dit « Vous avez de la chance, votre livre est un succès. » Mais vous savez, je travaille tellement dur et c'est pour ça que ça arrive. Tout peut nous arriver et particulièrement de nos jours. Le monde est si petit. Je suis ici sur ce plateau à Tel Aviv et des gens peuvent nous voir en France et partout ailleurs. Le monde est petit. Il vous suffit de partager vos rêves. Écrivez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez atteindre tellement de monde. Donc faites-le, agissez. Même si vous croyez en Dieu ou en la pensée positive, ne vous contentez pas de dire Dieu m'aidera. Aidez-vous vous-même. If you believe in God and in positive thinking, don't say, well, God will help me. You'll help yourself. Merci beaucoup, Yuval Abramovitch. Donc, ça s'appelle The List et c'est sorti en hébreu, en anglais. On vous souhaite, puisque vous l'avez dit, que ça sorte en français. Je l'espère. Merci. Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant ce journal. On va se quitter. Avec vous, Sandy Fortis, vous nous avez trouvé une perle irakienne. Exactement, c'est un journaliste irakien qui s'appelle Ahmad al-Bashir. Il s'est fixé pour mission de combattre la terreur par le rire. Le combat ne passe pas seulement par la violence et par les armes. L'humour est aussi un moyen de combattre. C'est d'ailleurs son credo, on l'écoute. Les chefs de l'EI pensent être des personnes très sacrées. Et quand on se moque d'eux, quand le Bachir Show se moque d'eux, ça donne d'eux une image de gens ordinaires, comme tous les autres. Alors leur auréole va tomber et ils vont devenir simplement comme les autres humains. C'est pourquoi ils pensent que l'émission est très dangereuse pour eux. Alors, il veut combattre l'État islamique, mais il vient d'où? Il sort d'où? Voilà, j'ai dit, il vient d'Irak. Il était journaliste jusqu'en 2011. Il a travaillé pour plusieurs télévisions là-bas, jusqu'au jour où il a échappé de justesse à un attentat. 7 de ses collègues n'ont malheureusement pas eu la même chance. Il a donc décidé de quitter l'Irak pour s'installer en Jordanie. Et c'est donc depuis Amman qu'il enregistre son émission. Donc, c'est une émission satirique, hebdomadaire, diffusée depuis Amman en Irak. Ça s'appelle le Bachir Show. Humour intrépide, critique acérée. Ahmad al-Bashir n'attaque pas que les djihadistes, miliciens, armés, hommes politiques.
Tout le monde en prend pour son grade et ça plaît. Ils sont plusieurs millions de personnes à le suivre depuis son pays d'origine, mais vous imaginez bien que ça ne plaît pas à tout le monde. Ahmad al-Bashir et les 24 membres de son équipe, qui sont d'ailleurs presque tous irakiens, reçoivent de nombreuses menaces, des menaces de toutes sortes, mais principalement des menaces des terroristes de l'EI qui promettent de lui couper la tête. Ça ne semble toutefois pas l'arrêter. Il continue, malgré ces obstacles, à vouloir combattre le terrorisme par le rire. Ouais, c'est du courage. Parfois, ils ont du courage, nos amis les humoristes. Et il en faut. Merci beaucoup, Sandy Fortis, Ahmad al-Bashir. Voilà, on va se quitter sur la prononciation hasardeuse. On va se retrouver demain pour un nouveau Culture Mag. Juste après, vous avez rendez-vous avec l'information. Et cette émission, elle est sur le replay de la chaîne i24 News. Merci.